Alors juste pour la question de la fin de trend, je me suis intéressé d'une part à l'aspect éthéré de la littérature pour la jeunesse, c'est-à-dire en quoi les livres pour la jeunesse peuvent être littéraires et en quoi le fait qu'ils soient pour la jeunesse rend leur littérarité spécifique. Et j'ai eu un côté main dans le cambouis puisque j'ai fait effectivement un DESS sur lequel je me suis intéressé au marketing de fin de trend, c'est-à-dire quand une série a eu énormément de succès, en l'espèce chair de poule, et qu'elle commence à décliner, comment on fait pour prolonger ce succès. Voilà, c'est ce que j'appelais le marketing de fin de trend. Maintenant je saurai. Merci. Pour expliciter. Donc effectivement, j'ai proposé un titre intelligible, Qu'est-ce que le Petit Prince ? Et un sous-titre qui l'est moins, donc un essai d'anthologie du plastique littéraire, pour avoir un côté sérieux derrière la question de base, qu'est-ce que le Petit Prince ? Quand j'étais jeune docteur, j'avais encore des cheveux devant, j'étais très fier d'arriver dans des colloques en ayant un plan en 3 parties avec 3 sous-parties à l'intérieur, 3 sous-sous-parties comme on m'avait appris à faire. Aujourd'hui, je suis navré, j'aurai un plan en 7 parties. C'est vous dire à quel point je suis devenu un punk de la littérature critique. Et je le prouve en commençant par cette idée que tout le monde est en plastique, comme l'ont rappelé les Nantais, les Jambons. Tout le monde est en plastique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme on l'a vu depuis le début du colloque, tout peut se déformer, tout peut devenir autre. C'est le principe du cross ou du transmédia. On le sait bien. Alors, juste avant de venir, j'ai découvert une dernière information sur des liens trans, poly, exploitation transmédiatique, avec cet accord entre Penguin Random House, qui a franchi un nouveau cap dans la volonté de faire porter ses livres sur grand écran, avec un droit de premier regard accordé à la société de production Universal Pictures. PRH sera donc producteur des projets ainsi conduits. Ça peut s'intéresser aussi bien au fond de leurs titres qu'aux idées originales, c'est-à-dire des objets qui ne sont même pas encore des livres, mais qui sont des projets de livres chez Penguin Random House. Ça peut être des anciens livres, ça peut être des prochains livres. Et puis ça formalise en fait, du côté adulte notamment, un lien qui existait avant. Pour ce qui nous intéresse, on le sait bien, les livres pour la jeunesse, alors sauf pour ceux qui sont à cette table, on ne le voit pas, mais en gros les livres pour la jeunesse, notamment dans ce qu'on appelle les fictions, c'est-à-dire les grands formats, sont des produits entièrement modélisés, c'est-à-dire qu'on sait ce qui peut donner un succès. Pas ce qui va donner un succès, mais ce qui peut donner un succès. En témoigne ce magnifique tableau des meilleures ventes 2013 offert par Livre Hebdo. Vous avez plusieurs caractéristiques qui apparaissent immédiatement. Qu'est-ce qu'une meilleure vente pour la jeunesse ? En fiction, c'est une série avec cette particularité que la marque l'emporte sur le texte, puisque vous le voyez, désormais, ce ne sont plus les titres qui sont importants, mais ce sont les noms de séries, autrement dit, les marques. C'est pourquoi il est aussi peu important qu'elles soient traduites en français. Hunger Games n'a pas à être traduit en français, alors qu'à une époque encore récente, y compris pour E-Reagan, on se demandait si on n'allait pas changer le titre pour que ce soit plus intelligible en français. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, pour des questions de marque et pour des questions justement transmédiatiques, c'est-à-dire que c'est cette marque qu'on va retrouver sur les films. Donc, le volume 3, c'est un titre beaucoup plus important que le titre réel du 3e volume de Hunger Games. Première caractéristique, ce sont toutes des séries, sauf une exception, le one-shot, mais même cette exception nous montre la deuxième caractéristique des meilleures ventes pour la jeunesse, ce sont des ventes d'origine anglophone. Ventes d'origine anglophone, sauf 2 exceptions ici, Anne Robillard et Sophie Audouin-Mamie-Cognan. Et évidemment, à toute exception, il y a une explication. Anne Robillard est une américaine. C'est une américaine qui écrit en français, mais c'est quand même une américaine. Et Sophie Audouin-Mamie-Cognan a du succès grâce à une série qui s'appelle Tara Duncan, ce qui montre bien que du coup, l'anglophonie est reportée du côté du titre, de la marque, et non plus de l'auteur. Donc, série de préférence anglophone sur des modèles anglophones multimédiatiques, série donc adaptée au cinéma, voire plus si affinité, ou sur les modèles de séries adaptées au cinéma, série de préférence instituée autour de personnages à caractère sexué, c'est-à-dire essentiellement des filles. Évidemment, il y a des exceptions. Héros de l'Olympe en est une bonne illustration, puisqu'elle tourne autour de cette série de Percy Jackson. Pour les plus jeunes, vous avez également le journal d'un dégonflé qui reprend des codes
de la chiclite, donc de livres pour les petites gamines, mais qui les applique aux garçons de bas âge, proportionnellement aux autres produits. Donc, caractéristiques de produits sexués, de produits de séries, de produits anglophones et de produits qui peuvent également se profiler sur une longue durée. Vous le voyez, nous avons Cherub, le volume 14 qui est dans les meilleures ventes, Tara Duncan, dont le volume 11 est dans les meilleures ventes, Le Journal d'un vampire, dont le volume 8 est dans les meilleures ventes. Donc en gros, on peut définir quelles sont les caractéristiques d'un succès, qu'est-ce qui fait qu'un livre pour la jeunesse aujourd'hui a une chance d'être dans les meilleures ventes. Ça ne veut pas dire que tous les livres qui réunissent ces caractéristiques seront dans les meilleures ventes, mais ça veut dire que pour qu'ils soient dans les meilleures ventes, il y a des caractéristiques absolument incontournables. Donc je vous ai dit, il y a une exception, hein, c'est le one-shot Nos étoiles contraires, mais à toute exception, il y a une explication. Un, c'est quand même un livre anglophone à la base, et deux, c'est un livre diffusé par Gallimard Jeunesse, donc ça ne vient pas de n'importe où, et trois, c'est un livre qui est écrit et adapté au cinéma. Hein. Le film est sorti en France le 25 août, donc on a quand même des bonnes raisons pour justifier sa présence. Vous aurez corrigé, ce n'est pas Gallimard qui diffuse, c'est Nathan, mais ça c'était pour voir si vous suiviez, et je vous remercie de suivre en protestant avec vigueur. Voilà. Donc on sait ce que c'est. On le sait d'autant plus que se développent les parcs d'attractions. On a eu un brillant exposé ce matin sur Disneyland, mais on ne saurait oublier que d'autres personnages pour la jeunesse peuvent donner lieu à des parcs d'attractions. Arthur et les Minimoys. Alors attention, photo violente juste après. C'est parti. Voilà. Donc là, on voit... Alors ce n'est pas Jacques Attali, Sir Paul McCartney et Luc Besson, c'est juste Luc Besson avec les responsables du parc MAC. Le parc Europa Park a développé un parc avec une attraction autour d'Arthur et les Minimoys. Grande fierté française, nous envahissons l'Allemagne. On parle même dans le Figaro, ce n'est certainement pas anodin, de collaboration entre la France et l'Allemagne. Au terme de 3 ans de collaboration entre Luc Besson et la famille Mack qui exploite le parc et fabrique bon nombre de ses attractions, ça encore c'est une mythologie de l'artisanat, puisqu'en l'occurrence la famille Mack n'a fabriqué aucune des attractions liées au développement de l'attraction Luc Besson. Les Minimoys débarquent dans une attraction totalement inédite, un manège à grand spectacle qui s'étale, là c'est très important, les chiffres qui donnent un aspect concret à la transmédiatisation. 3500 mètres carrés, ça a coûté 25 millions d'euros, c'est un paradoxe. Hein. Ce qui coûte cher est censé nous donner envie de consommer. Alors qu'en France, on avait juste un parc avec 6,5 millions dépensés. Vous avez d'autres chiffres un peu plus loin sur les 15 millions de visiteurs que développe le Disneyland Paris. Et surtout, vous avez une explication en bas du pourquoi on développe une attraction dans le parc avec Arthur et les Minimoys. C'est une illustration de ce dont on parlait ce matin sur le paradoxe de la mondialisation ou de l'européanisation. Le but en développant Arthur et les Minimoys dans un parc allemand, c'est d'attirer les Français. En gros, on veut passer d'1 million de spectateurs français à 2 millions de visiteurs français. Donc l'idée, c'est qu'en développant des livres pour la littérature pour la jeunesse qu'on va adapter en attraction dans des parcs, eh bien, on va tout simplement doubler le nombre de visiteurs parce que les Français aiment bien ce qui est français, surtout à l'étranger. Tant qu'à aller en Allemagne, autant voir Arthur et les Minimoys. Tout ça n'a aucun rapport avec Le Petit Prince et pourtant, mon petit 2 est de vous prouver que Le Petit Prince est encore plus plastique que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour des raisons que j'ai essayé de synthétiser dans cette petite partie, en essayant de montrer en quoi Le Petit Prince est transmédiatique. Le Petit Prince, nous allons le voir, est une marque extrêmement déclinée de toutes les façons possibles, de la crème pour fesses de bébé, tous les livres possibles et imaginables. Nous allons avoir l'occasion de voir vraiment ce que c'est qu'une marque déclinée, une franchise avec de nombreuses licences. Le Petit Prince est une marque qui fonctionne sur des valeurs. Nous avons parlé depuis le début de ce colloque de nombreuses valeurs qui sont censées être soit choquantes, soit universelles. C'est-à-dire que les valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas contre l'homosexualité, on n'est pas contre les Arabes, on ne veut pas exterminer les gens, on est pour la différence, etc. Ce sont des valeurs qui vont permettre de construire la marque, hein, le brand, la marque, et l'idée qu'on va créer autour de la marque, qu'on appelle aussi parfois par simplification univers, et que j'ai repris sous le nom de branding, terme popularisé par le propos de Naomi Klein en 2000 autour de nos logos.
Et puis, Le Petit Prince est transmédiatique parce qu'il donne la supériorité de la déclinaison sur le texte. J'ai noté dans l'exposé d'Alexis Blanchet l'idée que le jeu imposait ses codes par rapport au film original. Et bien là, de même, la marque va imposer ses codes par rapport à ce que dit le texte en lui-même. Exemple très simple, la dernière pièce de théâtre diffusée sous le nom de Petit Prince par France Télévisions il y a quelques semaines mettait en scène, en lieu et place du Petit Prince, un acteur adulte. Première contradiction, mais admettons que ce soit la magie du théâtre, qu'on prenne un adulte pour un enfant, mais cet acteur est noir. Or, nous allons le voir, iconiquement, le Petit Prince est un petit blond, c'est ce qui constitue son succès, mais la marque Petit Prince fait que, au nom des valeurs, de respect de la différence, d'ouverture à l'autre, on peut faire semblant de croire que le Petit Prince aurait très bien pu être un noir. Moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas mis une femme aussi tant qu'on y était, du coup on aurait eu une femme noire pour remplacer le Petit Prince, ça aurait été tout à fait intéressant. Transmédiaticité du Petit Prince, c'est-à-dire en quoi le Petit Prince est tout à fait un livre comme les autres, comme ceux qu'on a vus dans le tableau des meilleures ventes. Spécificité du Petit Prince, c'est qu'il a quand même 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est que c'est un produit conçu avant la logique transmédiatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a été conçu il y a 70 ans. Et contrairement à tous les produits qu'on a vus dans les meilleures ventes 2013 des livres pour la jeunesse, c'est un livre qui n'a pas été conçu avec l'idée d'une transmédiaticité native, c'est-à-dire conçue a priori. Donc c'est intéressant par rapport aux autres. Deuxième élément, c'est un produit qui est légitime en dépit de sa transmédiaticité. On va voir des exemples de sa légitimité, mais en gros, ça veut dire qu'on trouve que c'est un livre extrêmement littéraire et qu'il a le droit de citer à l'éducation nationale, ce qui n'est pas encore le cas de la plupart des produits transmédiatisés. Et on peut se poser la question, parce que c'est important d'avoir des réponses, mais c'est aussi important d'avoir des questions, si ce n'est pas un produit qui peut contribuer à légitimer justement ce passage transmédiatique. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas l'illustration de l'idée qu'on puisse se faire qu'un livre, même s'il bouge d'un média à l'autre, continue d'avoir une légitimité culturelle et peut éventuellement donner à ce phénomène une légitimité culturelle. C'est ce que nous allons essayer de voir. Pour ça, pour déterminer si le Petit Prince est vraiment plastique, et surtout en quoi il est plastique, il faut déterminer ce qu'est le plastique. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de colloques scientifiques. Voici, vous allez voir dans cette partie la limite de ma capacité scientifique. Qu'est-ce que le plastique? Le plastique, c'est 3 choses. La première chose, c'est ce qui est susceptible de se déformer sous l'action d'une force extérieure. Donc en gros, c'est-à-dire que vous appuyez sur un truc, ça se déforme. Donc on va voir comment cette théorie physique, réaliste, peut s'appliquer à un texte. C'est-à-dire comment on peut déformer un texte pour en faire quelque chose de concret et pour justifier quand même le titre de mon intervention sur l'ontologie du plastique littéraire. Deuxième hypothèse, le plastique, c'est ce que l'on forme au gré de son bon vouloir. C'est-à-dire, c'est cette matière qui va faire en sorte qu'on peut aboutir à quelque chose. Autant la première question, je me demandais comment on fait pour modifier un texte, autant là je me demande qu'est-ce qu'on fait d'un texte qu'on a modifié. Que faire des textes qui sont devenus transmédiatiques ou plasticisés, pour reprendre les néologismes et filer la métaphore. Troisième hypothèse, le plastique, c'est ce qui peut se reconstituer après avoir été lésé. Et ça, c'est une acception du dictionnaire qui m'intéresse particulièrement parce qu'elle pose la question de que reste-t-il du produit matriciel après qu'il a été traité comme du plastique? Qu'est-ce qui reste du Petit Prince après qu'on en a fait ce qu'on va voir que les ayants droit en ont fait? Ces questions se posent d'autant plus qu'elles intéressent le Petit Prince, mais pas que. On a vu comment le Petit Prince était à la fois quelque chose qui rentrait dans la modélisation du succès pour la jeunesse, du texte pour la jeunesse à succès, et en même temps quelque chose qui sortait un peu du lot. D'où ma question, le Petit Prince est-il vraiment plastique? Ma réponse tient en quelques temps. Le premier temps, c'est de rappeler d'abord ce que c'est que le Petit Prince à la base. Petit Prince, c'est ça à la base, donc c'est un livre. Oui, ça paraît étonnant aujourd'hui, mais le Petit Prince à la base est un livre. C'est même un livre et demi, puisque vous voyez quelques différences assez intéressantes entre la version folio et la version folio junior. D'un côté,
vous avez un cadrage qui n'est... Donc le cadrage déjà n'est pas le même, avec une volonté de mettre en avant le personnage quand vous vous adressez aux jeunes, ainsi que l'utilisation du cadrage de façon amusante pour les adultes, avec le point du i qui est remplacé par une étoile, ce qui n'est pas le cas pour les plus jeunes, mais toujours la même typographie, ce qui nous ramène à l'idée d'une marque, ce que j'appelle la marque verbale, c'est-à-dire la représentation du nom de la marque telle qu'elle peut apparaître. Vous remarquez également que pour les plus jeunes, on supprime la précision avec des aquarelles de l'auteur. Hein, on n'en a pas besoin. On a l'habitude qu'un livre soit illustré. Donc c'est à la fois, dès la première couverture, le même texte, mais pas tout à fait la même chose. Voilà. Ça, c'est la matrice, un texte. La déclinaison du Petit Prince apparaît nettement avec un site. Alors, on ne peut pas avoir accès au site ici directement, mais je vous ai fait une magnifique capture d'écran pour commencer. Voici la boutique du petitprince.com. Hop, on va y revenir parce que c'est un peu dommage de le rater. Voilà, la boutique du petitprince.com avec ses différentes rubriques sur lesquelles on va revenir et sa valorisation de l'icône Petit Prince. Donc là, on voit déjà apparaître l'iconicité du Petit Prince par rapport à sa stricte marque verbale, c'est-à-dire la représentation typique du Petit Prince, comment on fait pour le reconnaître. Et puis, un élément extrêmement important, c'est la purification, la moralisation. Ainsi, si vous voulez remplir votre panier, vous allez appuyer sur une représentation typique de cette petite boîte à l'intérieur duquel vous pouvez ranger des animaux de façon à ce qu'ils puissent respirer. Hein. Et il y a donc une purification de cet aspect pécuniaire qui est consubstantiel de toute boutique. Hein. L'extension outdoor, on en parlait avec quelques-uns d'entre vous, c'est important de le dire. Il y a un parc Petit Prince ouvert depuis le 1er juillet. Vous appréciez la famille Christine Boutin, que vous pouvez apprécier ici, donc avec une sorte d'Adriana Carambeu à côté d'un père hipster. Donc qu'est-ce que c'est qu'une famille idéale selon le Petit Prince? C'est papa-maman déjà, bien sûr, hein, parce qu'on dit toujours oui, c'est formidable, on est pour le mariage homosexuel, on est contre l'extermination des gens. Mais enfin, globalement, quand on veut représenter une famille, on va représenter maman, papa, 2 enfants, et vous remarquez, idéalement répartis. Donc ce sont des blonds, bien sûr, hein, il ne faut pas déconner. Et puis il y a une fille et un garçon. Voilà, ça c'est une belle famille. Le garçon reste avec papa, la fille reste avec maman. Voilà la représentation de la famille Petit Prince. C'est important parce qu'on va voir qu'une marque n'existe pas si elle n'a pas de public. Du coup, vous êtes obligé de cibler. Cette famille dont je me gausse de façon un peu facile, cette famille idéale est également un signal, c'est-à-dire que c'est un signe mercantile extrêmement fort. Ça peut être un idéal, ça peut être une aspiration, ça peut être ce qu'on n'a pas réussi à faire, ça peut être ce qu'on aurait voulu construire. Il y a du rêve dans le Petit Prince, pas seulement dans le texte, mais aussi dans la cible. Et dès lors qu'on va être client du parc du Petit Prince, on espère bien sûr se rapprocher de là. Vous aurez noté la proximité entre l'image du Petit Prince et le Petit Prince que vous voyez accroché avec sa chemise de bûcheron au cou de papa. On ne peut pas faire l'économie de l'étendue de la plasticité du Petit Prince. Il faut, et je m'en excuse par avance, expliquer à quel point le Petit Prince est du plastique, un peu comme je sais pas moi, un G.I. Joe qui serait passé au micro-ondes. Voici l'étendue de la plasticité du Petit Prince. Alors, vous avez ces fameuses catégories. Donc si vous allez sur la boutique du petitprince.com, vous aurez la catégorie nouveau, la catégorie promo, la catégorie montre, la catégorie t-shirt, figurines, bébé, enfants, librairie, maison, bijoux, textile. À l'intérieur des nouveautés, vous aurez 101 produits, dont une batterie pile. Alors c'est super si vous vous retrouvez en panne au plein milieu du désert algérien et que vous n'êtes pas encore décapité. Vous pouvez recharger vos batteries à cette occasion. Vous avez des étoiles fluorescentes, un bavoir, une librairie, des éléments de librairie, de papeterie, des rondes serviettes, ça peut être pratique, si vous avez une serviette, surtout si vous avez des sopalins, c'est nul. De la vaisselle, des coques de téléphone, une boule que vous pouvez secouer, un œuf de collection, des porte-clés, une poupée, des tirelires, des stickers, une boîte à musique, du textile et une gourde. C'est pas une fille, hein, un objet gourde. Bien entendu. Les promotions, vous avez 75 produits, dont des montres, une boule, un presse-papier, un serre-livre, les librairies, des figurines, du textile,
de l'art toy, on va voir à quoi ressemble un art toy, des boîtes à musique, des CD, une planchette à tartiner, ça peut être utile, une planchette à tartiner, mais ça marche pas beaucoup. Une patère, vous pouvez avoir une La planchette à tartiner, c'est pour les Allemands. Oui, c'est exactement. Vous avez des produits qui sont quand même relativement spécialisés. Une patère, ça c'est universel. Un jeu, un sac shopping, ça peut être utile, surtout si vous faites votre shopping. Vous avez donc des grandes catégories. Je voudrais quand même m'intéresser aux catégories. Donc la montre, vous voyez que vous avez des montres pour hommes, pour femmes, pour enfants, pour donc des montres sexuées, des roses ou des pas roses, et des montres unisexes, c'est-à-dire des pas roses. Des t-shirts, vous en avez pour toutes les catégories de la population, les hommes, les femmes, les bébés, les enfants. Les figurines, vous en avez de toutes sortes, et à l'intérieur des figurines, vous avez des trucs un peu surprenants, comme les autres figurines, ce qui est toujours intéressant à l'intérieur du concept figurine, mais également des peluches qui sont considérées comme des figurines, et l'art toy qu'on a décidément du mal à ressortir. Vous avez des produits pour bébés. C'est intéressant parce que là, vous allez avoir une caractéristique qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains colloques pour la jeunesse, qui est que pour parler d'un livre pour la jeunesse, d'un produit pour la jeunesse, on parle bébé. Exemple, pour les bébés, vous avez donc les baptêmes avec une jolie faute d'orthographe que j'ai reproduite parce qu'elle valait le coup, les cadeaux de naissance, les jouets pour bébé, chambre bébé et une catégorie qui s'appelle habiller bébé. Voilà. Donc on parle bébé parce que quand on essaye de vendre des produits pour bébé, eh bien, on est obligé de parler bébé. On rentre dans les catégories vraiment importantes avec les enfants, où vous retrouvez des peluches, des jeux, des jouets, des vêtements, des idées cadeaux, des repas en famille, des chambres d'enfants, une catégorie que j'aime particulièrement pour les filles, et également une catégorie déguisement. La librairie, qui n'est absolument pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la catégorie la plus développée. On n'a que 182 produits, à l'intérieur desquels on n'a en réalité que 44 produits relevant de la librairie. Donc le Petit Prince n'est vraiment pas du tout essentiellement un produit livresque. Les livres sur Antoine de Saint-Exupéry sont sortis de cet élément. Alors qu'est-ce que c'est que la librairie? En fait, essentiellement, c'est de la papeterie, c'est des cartes postales et des magnettes, des agendas, des calendriers et des affiches, de la BD, des CD et des idées cadeaux. Voilà. La rubrique la plus importante et sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est la catégorie de la maison, où vous avez près de 300 produits, incluant de la maroquinerie, des lithographies, de la vaisselle, des éléments pour la salle à manger, des idées cadeaux, des mugs, le salon, une rubrique intitulée « Fabriqué en France », des éléments pour la chambre, pour la cuisine, toujours avec des capitales, c'est pas moi qui les invente, je les ai reproduits, des produits partage, des produits équitables, des produits bio, des produits high-tech et des produits décoration. Je vous fais grâce des bijoux et des textiles, mais c'est le même esprit. Ce qui est vraiment important, et je sais bien que c'est chiant ce que je viens de faire, c'est-à-dire de lister tout ça, je suis tout à fait conscient, mais ça veut dire que quand on parle de la transmédiaticité, de la déclinaison d'un produit, c'est tout ça ce qu'on veut dire. Jusqu'à présent, on pouvait dire que c'est abstrait, le Petit Prince, on ne sait pas ce que c'est. Concrètement, c'est ça. Hein. C'est vraiment cette déclinaison et cette capacité à être partout sur tous les types de produits. Donc là, je vous ai mis ce qui va arriver en librairie pour Noël, hein, donc les derniers partenariats avec Fleurus. Donc vous avez des cartes, vous avez des agendas, vous avez des carnets secrets, le tout avec la formule iconique du Petit Prince, toujours la formule verbale en haut. Le côté qui rapproche le Petit Prince de n'importe quel supermarché, c'est-à-dire l'anniversaire, 70 ans du Petit Prince, et puis la formule iconique du Petit Prince qui réapparaît en bas comme sur la couverture, de façon à légitimer les produits qui sont liés au Petit Prince. Ça, ce sont des idées cadeaux pour Noël. Quels sont, et ce sera avant ma conclusion, puisque je vous ai promis cette partie, les piliers de la plasticité? Qu'est-ce que, en fait, si on doit synthétiser, comment ça marche la plasticité? On peut dire que le premier pilier, c'est le polyciblage. En théorie, il y a un double public qui existe. Il y a des produits pour enfants, des produits pour adultes, qui sont tous des produits pour adultes, parce que vu les sommes qu'il faut sortir, c'est certainement pas l'enfant qui va les sortir. En réalité, on l'a vu, on n'a pas affaire à un double public, on a affaire à un multiple public. Vous avez les grands-parents qui sont visés à travers l'idée d'une valeur sûre, d'une valeur sécurisée. Vous avez les parents qui sont visés à double titre, le côté sécurité des produits et le côté nostalgie. Vous avez les hipsters qui sont visés avec l'aspect régressivité. L'avantage, c'est que vous pouvez le vendre aux adultes et aux enfants, alors qu'un produit pour adultes, vous ne pouvez pas le vendre pour enfants. Et puis les valeurs sociales. Qu'est-ce qu'une valeur sociale pour hipster? Tadam, suspense, voilà. Vous pouvez avoir des coques d'iPhone, mais ça existe aussi pour Galaxy, Samsung, ne vous inquiétez pas, avec le côté Made in France. Alors au cas où vous seriez allergique à l'anglais, on vous précise en dessous
fabrication française, et le tout est sous une couleur bleu, blanc, rouge, qui nous rappelle les meilleurs temps de notre amour patriotique. Les familles Cateau, on l'a vu, hein, dans les bijoux, il y a beaucoup de bijoux de baptême, et c'est pas une insulte, hein, je veux dire, on peut être famille Cateau, c'est pas insultant, mais enfin c'est une cible importante de la plasticité du Petit Prince. Les mariés, hein, il est encore difficile d'échapper à des mariages où on ne nous explique pas que l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, même si la mariée met 45 minutes de retard parce que son coiffeur avait envie de bien s'occuper de ses cheveux. Les enfants et les ados, qui sont de publics particuliers, et puis le public important du Petit Prince, les bébés, qui sont des éléments très importants, puisque du coup, avec les bébés, on peut retourner au début. Hein, c'est le ciblage qui se mord la queue. Du coup, le bébé, ça intéresse les grands-parents, les parents, les hipsters, etc., les familles Cateau. Ça marche bien. Donc ça, c'est le polyciblage. C'est un des piliers de la plasticité. Deuxième pilier que j'ai identifié, c'est la multi-exposition. Comme on a pu le voir, il faut utiliser la répétitivité de la présentation. Sur la boutique du Petit Prince, vous avez vu, les rubriques reviennent, idées, cadeaux, textiles, ça va revenir régulièrement. L'idée, c'est que si un produit est présenté plusieurs fois, il a plus de chances d'être vu. C'est une stratégie qui est adoptée généralement en édition. Hein. À un moment, on mettait les mêmes produits avec une couverture adulte pour les adultes, une couverture ado pour les ados, et puis parfois une couverture best, c'était la technique Pocket, hein, qui crée une collection best-seller, et du coup vous pouviez avoir 4 ou 5 expositions du même produit dans des collections différentes. C'est la répétitivité de la présentation, c'était quelque chose qu'avait développé chez Pocket Jean-Claude Dubosc. La complicité par le service, donc ça c'est l'idée de créer un lien direct avec les consommateurs en utilisant des termes qui sont censés rapprocher le producteur et le consommateur, avec l'idée cadeau. Voilà, le retour de l'idée cadeau, c'est-à-dire si tu n'as pas d'idée, il y a quasiment un tutoiement direct, on peut l'avoir à ta place. Troisième élément, proximité par les approximations. Ça, c'est un élément qui est très frappant, c'est-à-dire que sur la boutique du Petit Prince, qui est une boutique hyper professionnalisée, hyper riche, vous avez un nombre de fautes d'orthographe, de fautes de présentation hallucinant. On pourrait se dire au début, tiens, c'est quand même pas très bien fait, et en réalité, ça donne une touche spontanée, artisanale, à quelque chose qui est tout sauf spontané, artisanal. Le branding est un autre pilier de la plasticité, c'est-à-dire l'idée qu'on va mettre en avant un univers profus et unifié. On va développer un grand nombre de produits, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas saturer le marché, ça va au contraire prouver que avec ce simple livre, on peut faire un tas de choses, et ça grandit, bien entendu, le produit. Détermination d'un profilage de valeurs, c'est-à-dire que le branding exige qu'on partage un certain nombre de valeurs. J'en ai identifié quelques-unes à titre d'illustration. L'équité, hein, les produits équitables, bio, mignons, gentils. La charité, hein, la douceur, les couleurs jouent sur l'aspect pastel et passé des aquarelles de Saint-Exupéry. Et le côté classe, puisque tous ces produits sont extrêmement chers. Le but étant justement de rassurer par la qualité. Si ça vaut cher, c'est de la qualité. Unification donc par une marque verbale, le Petit Prince qui est scandé régulièrement, ce que j'appelle marque verbale, c'est donc l'expression Le Petit Prince avec sa graphie particulière, qui est chargée d'authentifier les diversités iconiques, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Petit Prince a plusieurs représentations autorisées. On parlait de représentations non autorisées dans certains hôpitaux du Brésil. Voici 4 représentations autorisées du Petit Prince. Ça, c'est la version qu'on connaît, le Petit Prince dans sa version la plus originale. Voici le Petit Prince dans sa version comédie musicale. Donc là, c'est la jaquette d'un DVD de comédie musicale. Voici le Petit Prince dans une version extrêmement connue, qui est la version de la série de dessins animés. Vous remarquez qu'à chaque fois, il y a des éléments qui sont spécifiques. Hein. Le nœud papillon a disparu au profit d'un uniforme à la Napoléon. Ici, on a un uniforme plus ouvert, avec une chemise ouverte, plus cool. Et puis, vous avez l'Artoy qui a du mal à se vendre, qui est effectivement un produit qui essaye de faire passer la figurine de collection avec un personnage mangaïsé. Donc ça, tout ça, c'est le Petit Prince, et ce sont des versions officielles, d'où l'importance de la marque verbale par opposition à la marque iconique. Je vous ai mis quelques exemples sur lesquels on ne va pas s'arrêter plus longtemps que ça, mais sur le Petit Prince version danse. Là, ce qui est intéressant dans le Petit Prince version danse, c'est que ça n'a rien à voir avec le Petit Prince. Hein. C'est-à-dire que
C'est un article que vous pouvez retrouver sur Le Figaro en tapant le titre de l'article. Le Petit Prince, donc, en 2012, a été adapté à la danse et ça n'a rien à voir. On n'aura ni lapin, ni renard, ni mouton. On a juste une émotion qui passe et qui est censée représenter le Petit Prince. En gros, un achat de marque pour faire passer un programme de danse. Alors ça, c'est si jamais il y a des parents dans la salle, je le signale, le Petit Prince cherche encore sa nouvelle incarnation. Donc pour la prochaine pièce, c'est un article qui date du 19 septembre 2014. Vous pouvez encore faire candidater votre enfant pour qu'il devienne le futur Petit Prince. Voilà, je crois que c'est Jean Blondeau Productions. Donc bientôt une nouvelle adaptation sur Paris du Petit Prince, pour vous donner une idée. Alors ça, j'ai fait un truc pour le plaisir de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire. J'ai fait une capture d'écran de Wikipédia. Wikipédia, c'est mal, c'est pas bien. Effectivement, il n'y a pas grand-chose sur Wikipédia, mais il y a quand même une page spécialement sur les adaptations du Petit Prince. Elle n'est pas complète, mais elle est intéressante. Elle vous donne une idée de différents types d'adaptations. Adaptations phonographiques, avec l'iconique Gérard Philippe, des adaptations en opéra, en comédie musicale, en spectacle de chansons, des adaptations en bande dessinée, des adaptations en film, en dessin animé, en monnaie. Là, il parle juste du billet de 50 francs pour les vieux. Mais il y a également des monnaies de la monnaie de Paris qui ont été développées. Vous avez des suites allographes. Vous avez notamment une suite du Petit Prince qui existe en Argentine, mais qui est interdite en France jusqu'en 2033. Pilier de la plasticité, le mix comme garantie. Garantie de quoi? En fait, le mix, c'est le fait que tout soit mélangé. C'est-à-dire que quand vous avez un objet vraiment plastique, que vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous allez mélanger tout. Quel est l'intérêt? C'est que c'est une authenticité. On se réfère toujours au produit matriciel. J'appelle ça l'effet généalogique. C'est-à-dire comme si tout émergeait du même ouvrage original de Saint-Exupéry. Une garantie de richesse. Donc on peut tout faire avec cette marque. C'est la preuve que c'est un livre absolument génial. Ce que j'appelle l'effet SNCF, par référence au panneau qu'on avait sur les passages à niveau. Un train peut en cacher un autre. Voilà, là, c'est l'idée qu'il y a une profusion. Tout peut arriver à tout moment grâce au Petit Prince. Et puis, c'est une garantie de gourmandise sérielle, c'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez revenir sur la boutique du Petit Prince, vous aurez des nouvelles envies d'achat si vous êtes dans l'esprit Petit Prince. C'est ce que j'appelle l'effet chips. Chips, c'est un mot qui n'existe quasiment pas au singulier, parce que quand vous avez mangé une chip, vous avez envie d'en manger une autre. Voilà, c'est le principe du Petit Prince, c'est ce que j'appelle la garantie de gourmandise sérielle. Et puis, vous avez des stratégies classiques, la vente couplée, donc les packs, c'est-à-dire vous allez vendre plusieurs bandes dessinées d'un coup au lieu d'en vendre une, et les bundles, c'est-à-dire vous allez par exemple vendre un livre avec un CD, voilà, un couplage de même type ou de types différents. Et puis vous avez une pérennisation et un air du temps. Donc ça, c'est ces deux choses qui vont ensemble. Pérennisation, c'est-à-dire vous gardez l'aspect nostalgique de la marque, et l'air du temps, vous lui ajoutez des produits qui sont dans l'air du temps, on parlait tout à l'heure de saisonnalité, c'est ça. Donc monétisation de la mémoire, mais en même temps produit circonstanciel. Montebourg nous fait un sketch sur Made in France, allez, on y va. Donc il y avait des écharpes Made in France, maintenant on a le logo Made in France qui existe. Toujours l'idée qu'il faut associer la modernité à des produits extrêmement liés à la réalité du moment. Ce qui nous conduit à la conclusion sur l'ontologie du plastique littéraire. Quelle est cette ontologie que j'ai essayé de définir? Dans plastique, je voudrais faire un truc sur plastique, sur littéraire, sur ontologie. Voilà. Donc en gros, la plasticité appliquée au Petit Prince, c'est la conceptualisation, c'est-à-dire, j'ai appelé ça, pour mettre un terme moins technique, substantialisation du Petit Prince, c'est-à-dire en gros, on va essayer d'arriver au sucre du Petit Prince et de dire le Petit Prince, c'est ça. Donc en l'occurrence, c'est des valeurs d'ouverture, c'est des valeurs de qualité, c'est également des valeurs qui se reconnaissent dans un certain type de public. C'est une déclinaison, la plasticité. Donc on décline toujours la même chose une fois qu'on l'a définie. Et c'est le martèlement de la marque comme pivot. C'est-à-dire que ça tourne toujours autour de l'idée de la marque. La littérarité, puisque c'est quand même un colloque sur la littérature pour la jeunesse, la littérarité, c'est l'extraction des codes issus du produit matriciel. C'est-à-dire qu'on va quand même se fonder sur le livre original pour développer l'idée du produit. Deuxième élément, c'est l'extrapolation de valeurs présentées comme induites par le livre. On va donner l'illusion que tout est déjà dans le texte liminaire de Saint-Exupéry. Et le troisième élément, c'est la légitimation par un lien constant avec l'éducation nationale. Quelle était la meilleure vente de livres de poche pour la jeunesse en 2013? Tadam! Le Petit Prince, dont il s'est encore vendu 75 700 exemplaires en 2013, ce qui montre un fort lien avec l'éducation nationale.
On le voit, ça veut dire qu'il s'en vend pratiquement autant que les best-sellers de fiction, sauf un grand moment de fiction. Ontologie, ça veut dire, et je terminerai sur cette page, donc quand on arrivera au bout de la page, j'aurai terminé ma conclusion. Officiellement, c'est la partie de la métaphysique qui s'intéresse à l'être en tant qu'être, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait vraiment la substance du Petit Prince. Donc l'idée, c'est que s'il y a ontologie, elle s'inscrit dans une transmédiaticité native ou a posteriori. En fait, ça n'a pas d'impact sur la réalité de cette déclinaison. L'ontologie d'un produit polyexploité, c'est-à-dire utilisé dans plusieurs médias, n'est pas ce qu'il y a dans le texte. On s'en fout de ce qu'il y a dans le texte en réalité, quand on veut vraiment décliner un produit. C'est en réalité deux choses. Un, c'est le point commun entre les déclinaisons possibles d'un même concept. En l'occurrence, ce point commun, ça peut être des valeurs, comme on l'a dit, mais ça peut être juste la marque, le titre, le code couleur. Et ça peut être également la coïncidence fluente entre un produit et un marché, c'est-à-dire qu'il faut toujours adapter le Petit Prince au marché. Et quel est l'intérêt en fait de ça ? C'est que la modernité du Petit Prince, elle passe non pas par l'éternité du texte, qui vieillit et qui, Dieu soit loué, n'est pas toujours moderne, mais elle passe en réalité par l'idée que chaque produit remet en adéquation le texte du Petit Prince et le marché auquel il s'adresse. C'était le message que je voulais faire passer et je vous remercie de l'avoir écouté.